Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Alors, nous sommes avec le sénateur Étienne Blanc, sénateur Les Républicains du Rhône, qui est dans ce studio. Merci, monsieur le sénateur, d'être là. Nous avons l'avocat Guilain Benassa, qui est en visio. Vous êtes en Alsace, en direct. Et nous allons essayer de comprendre, dans le gouvernement, le Cornu 2, nous sommes dans le calcul arithmétique. La motion de censure, les motions de censure vont être déposées. On est dans un décompte, siège par siège, parti par parti. On voit le camembert issu de l'élection législative de juillet 2024. On voit ce morcellement et on est en train de faire fragment par fragment le calcul de cette possibilité de motion de censure. Pour autant, l'enjeu reste entier. Le gouvernement, le Cornu, a sauvé visiblement peut-être sa peau si la motion de censure n'est pas votée. Il sauve au passage la peau du président de la République. Je parle dans le mandat actuel. On voudrait décrypter avec vous ce qu'il peut en être. Je suis content de vous avoir, Étienne Blanc, parce qu'on a cherché hier à avoir des députés de l'Assemblée nationale, les Républicains. Voilà, on n'a pas pu les avoir. Je suppose qu'il y avait certainement une hésitation de leur part. Donc je suis content d'avoir un élu, un parlementaire républicain ici, dans ce studio. Et puis, avec Guilain Benassa, on va essayer de voir, de décrypter les dessous de cette... c'est une intrigue, c'est une véritable intrigue. Il s'avère qu'il y a deux partis charnières aujourd'hui dans ce paysage parlementaire français, qui ne sont pas les partis majoritaires. C'est le Parti socialiste avec 69 sièges, qui est en train de prendre la main. Et il y a aussi le Parti républicain avec 50 élus à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le total des partis qui vont voter la motion de censure, qui se sont prononcés, atteint 265 sièges. Si 24 socialistes ou 24 républicains décident de voter la motion de censure, elle passe et le gouvernement tombe. Il semblerait qu'on ne se dirige pas vers cette option-là. Pourtant, vous, Étienne Blanc, est-ce que si vous étiez député, vous voteriez aujourd'hui la motion de censure? Bien sûr, c'est un peu plus facile pour un sénateur, parce que le Sénat ne risque pas d'être dissous. Donc nous sommes beaucoup plus libres, c'est aussi un avantage. Mais bien sûr qu'il faut voter cette censure. Nous avons un budget qui est sous tutelle d'une pensée socialiste. Nous avons un budget qui ne remet pas en cause les causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est le social-étatisme, si bien dépeint par David Lisnard, qui nous a amenés dans cette situation. Moi, je voudrais citer un chiffre. 0,1% d'augmentation des taux d'intérêt permettent d'emprunter sur les marchés internationaux, c'est 3,5 milliards. Et la semaine dernière, les taux ont augmenté de 0,2, 7 milliards. C'est 4 fois l'IFI, même 5 fois l'IFI. Et c'est ça la situation. Et bien hier, on a pris la décision de reporter la réforme des retraites. Ça a une incidence de 400 millions sur 2026. Ça sera 10 milliards ou 14 milliards, je crois, sur 2027 et 2028. Ça veut dire que nous allons droit dans le mur. Ça veut dire qu'en 2030, nous serons à plus de 100 milliards d'intérêts pour servir la dette française. C'est ça le problème. Voilà. Et hier, les Républicains n'ont pas pris la mesure de cette situation. Ils ont fait une erreur. Pour autant, des experts vous expliquent que s'il y avait motion de censure, dissolution et revote, la facture, au final, serait plus lourde que celle du maintien du gouvernement Le Cornu. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Je pense que la clarification politique, elle permettra de prendre des mesures avec une majorité. Qu'est-ce qui justifie que les Républicains, qui tenaient tellement à cette réforme des retraites, et grâce auquel elle a pu passer d'ailleurs en 2023, aujourd'hui sont frappés d'une forme de, certains d'entre eux en tout cas, d'une forme de frilosité? Est-ce que c'est pour préserver la stabilité institutionnelle ou est-ce qu'il y aurait d'autres enjeux derrière cette frilosité? Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas porter de jugement sur mes collègues députés. Comme je dis, ils sont exposés au premier chef. Mais je pense qu'ils ont intérêt à aller dans une campagne électorale sur leurs convictions plutôt que de renoncer à leurs convictions pour repousser une campagne électorale. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, la France, elle a besoin de prendre des mesures fortes. Nous sommes dans une situation qui est une situation extrêmement grave. J'ai dit sur la dette, mais on peut parler d'autres sujets, la situation internationale, la situation de sécurité intérieure, le problème du développement effréné d'un islamisme dangereux pour le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette situation. Voilà, il ne faut pas abandonner ses convictions. Moi, ce matin, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais avec les militants LR du département du Rhône, mais ils n'y comprennent plus rien. Voilà, et ils sont extrêmement sévères.
vis-à-vis des décisions qui viennent d'être prises pour conserver un gouvernement qui, à mon avis, ne changera pas fondamentalement les choses. Monsieur le sénateur, comment vous l'avez vécu, cette annonce de Laurent Wauquiez de ne surtout pas voter cette censure ? Moi, je l'ai vécu à titre personnel très très mal, parce que c'est l'abandon de nos convictions profondes. On ne peut pas se battre pendant des années pour une réforme des retraites. Parce qu'attention, la réforme des retraites, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que dans l'avenir, on ne pourra plus toucher au système de répartition et réformer les retraites. Je vous demande d'imaginer, après l'adhésion qui a été prise hier, ce que sera une discussion sur la capitalisation. Je parlais de David Lisnard, il porte ce dossier. Mais ça sera impossible. Et c'est-à-dire, la gauche est contre, donc on ne pourra pas l'aborder. Et donc, les conséquences, elles sont immédiates. Elles sont, comme je disais, sur les taux d'intérêt, sur les équilibres budgétaires, mais elles seront aussi sur les réformes futures. Il est impossible de réformer. On ne peut pas accepter ça. Il faut trancher, il faut que le peuple tranche. Guilain Benessa, bonjour, merci d'être là. Vous êtes avocat, auteur d'Hommage sur la tête aux éditions L'Artilleur. Est-ce que la frilosité des élus républicains pourrait provenir du fait qu'on sait que le Front républicain ne se reconstituera plus et que par conséquent sur les 50 élus LR aujourd'hui à l'Assemblée nationale, plus d'une moitié pourrait rester sur le carreau s'il y avait une dissolution, une nouvelle élection législative? Est-ce que vous pensez que ce calcul peut intervenir dans la frilosité du groupe? Oui, pour vous répondre clairement, sans discussion possible. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a un calcul très simple qui a été fait, et ce calcul lui permet, il faut le comprendre sur une durée. Je vous explique. Si Macron avait démissionné il y a 1 an et demi, ou avait dissous il y a 1 an et demi, d'accord. Alors, je me permets simplement d'interrompre parce qu'on a un petit problème de son avec Guilain Benessa. Dans le temps qu'on rétablisse le son avec Guilain Benessa, je reprends la conversation avec moi. Je vous repose la question, monsieur le sénateur. Est-ce qu'effectivement, vous n'avez pas à parler au nom de vos collègues députés? D'ailleurs, ce calcul que j'ai fait vaut aussi pour les élus socialistes. Ils savent aussi qu'une dissolution pourrait mettre en péril un certain nombre de sièges des 69 élus socialistes. Est-ce que le calcul électoral doit primer sur l'intérêt du pays? Pour moi, non. La situation française est dramatique. Le pays est au bord du gouffre. Voilà, ça c'est la réalité, c'est la réalité des chiffres. Et il faut le dire sans emphase, il faut le dire sans emportement, il faut parler sereinement. Nous sommes au bord du gouffre, nous sommes au bord du dépôt de bilan. Alors soit on change de système, et on remet en cause ce social-étatisme qui est en train de nous guider. Est-ce qu'on fait un pas en avant ou justement un pas en arrière? Est-ce qu'on a Guilain Benessa? Oui, je suis là. Bonjour Guilain Benessa. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un calcul électoraliste derrière le comportement des uns et des autres? Alors, il y a deux problèmes. C'est que je pense que l'usure du temps joue un rôle majeur. Je m'explique. Plus on attend, alors est-ce que la dissolution arrivera? On verra bien. Mais plus elle arrive tard, plus le RN tire les marrons du feu et plus les LR sont pris dans l'entonnoir. Et c'est très simple, parce qu'en fait, le mécontentement est tel qu'il monte chaque jour un peu plus, ce qui veut dire qu'en même temps, on va dire, Macron gagne un peu de temps, je le dis trivialement, il gratte un peu de temps, comme il en gratte depuis 1 an et demi, mais plus il gratte du temps, plus il renforce le RN, et moins le LR peut bouger. Puisque par la force des choses, le RN attend. Les Français regardent, le mécontentement monte, et le jour où il y aura une dissolution, s'il y en a une d'ici 6 mois, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passera? Forcément, le RN sera renforcé et tous les autres seront plus ou moins perdants. Donc on joue à un jeu très simple, c'est qu'on gratte du temps tous ensemble et en même temps le système se défoule chaque jour un peu plus. Mais j'ai juste une remarque. Oui, si vous voulez bien. Par-delà les retraites, je prends juste une phrase qui hier m'est tombée dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que font les Républicains? Le Cornu a dit la suivante, il a dit « Le Parlement aura le dernier mot, c'est presque une révolution ». Ça veut dire que Le Cornu hier a expliqué quoi? A expliqué que la Ve République, elle est morte, que le président, il est cul nu sur la place publique en train d'attendre que tout se joue au Parlement. C'est une sorte de révolution, effectivement. On fait exactement le contraire de ce que la Ve République est théoriquement censée faire. Ce qui veut dire qu'en plus, Laurent Wauquiez hier, il n'a pas seulement adoubé les retraites, il a adoubé la corruption de la Ve République, qui a été créée par le général de Gaulle et dont les Républicains devraient être les gardiens. Il n'y a rien qui va, parce que ceux-là même qui malheureusement défendent leur petit siège sont en train de défendre la bâtardisation, si je puis dire, des institutions. Vous voulez dire que Emmanuel Macron est tellement génial qu'il est arrivé à flinguer une constitution qui avait été pensée justement pour être solide, pour être durable, pour assurer la stabilité avec des institutions qui étaient inébranlables quel que soit le résultat électoral, et là il est arrivé à démanteler le bunker au point qu'aujourd'hui c'est pas seulement c'est pas seulement l'avenir gouvernemental qui est en cause, c'est les institutions, la Ve République. Aujourd'hui, elle est morte en tant qu'institution.
Là, on est en train de flinguer à la fois la lettre et l'esprit de la Constitution. Et le problème, c'est que vu que personne vraiment ne sort du bois, ni les Républicains, ni les autres, c'est que ceux qui devraient être les gardiens du temple, notamment les Républicains, c'est quand même dans l'ADN même du parti, aujourd'hui sont entraînés vers la corruption du système qu'ils cautionnent en ne censurant pas le gouvernement. Donc j'ai envie de dire, par-delà les calculs, et là je me permets juste, c'est pas un coup de griffe, j'aimerais être avec vous pour discuter avec le sénateur directement, mais ce qui est terrifiant, c'est que le sénateur vient de dire les convictions des Républicains devraient leur guider de censurer. Mais quelles sont-elles, ces convictions, puisqu'on n'a aucune idée de quelle est la conviction des uns et des autres lorsque les portefeuilles sont en jeu et lorsque l'esprit de la Constitution est trahi par ceux-là même qui devraient en être les héritiers. Sur le fond, c'est assez fou, et c'est Macron qui, encore une fois, est à la baguette de ce grand chambardement. Ce qui est clair, c'est quand on interroge les militants républicains, ceux de la base, ceux des fédérations, ils sont beaucoup plus radicaux et j'allais dire beaucoup plus belliqueux que le sommet du parti, que la direction du parti. Je pense que Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy seraient prêts à voter la censure et aller à la confrontation, mais le reste du groupe ne veut pas. Étienne Blanc, est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, pour les Républicains de s'asseoir autour de la table avec les autres sensibilités de la droite et d'envisager une alternative de droite républicaine, institutionnelle, face aujourd'hui à ce rapprochement du pseudo-centre socle commun qu'il n'est plus avec les socialistes? Est-ce que vous n'avez pas une réponse à apporter au peuple français? C'est la grande question. Aujourd'hui, vous avez plus de 80% des militants, des adhérents des Républicains qui demandent ça, qui demandent une grande alliance des droites. Et 52% hein, hier, on avait un sondage des Français et 88% des électeurs. Alors, il faut bien s'entendre. Est-ce que ça doit être une entente d'appareil ou est-ce que ça doit être une entente programmatique? L'entente d'appareil est extrêmement complexe, on le sait. En revanche, l'entente programmatique, elle peut être utile et elle peut être une issue. Et c'est pour ça que ce qui se passe actuellement est grave. Parce que rentrer dans une entente programmatique en ayant abandonné les principes fondamentaux, notamment l'équilibre budgétaire, mais il faut quand même rappeler ce qui s'est passé en 1958. La première des choses que fait Charles de Gaulle, c'est de remettre les comptes d'aplomb. En 57, on va chercher au FMI de quoi faire les fins de mois des fonctionnaires. En 58, on remet de l'ordre. En 62, on a remboursé notre dette au titre du plan Marshall et la France est à nouveau souveraine sur le plan financier. Mais eh ben, c'est la même chose qu'il faut faire. C'est pas compliqué. Il y avait la planification et le gaullisme avait une vision de l'État et de l'organisation de la République. Et il y avait Rueff Armand et une stratégie. On aura l'occasion d'en reparler. On vous invitera parce que je pense que l'aventure va continuer et va être, à mon avis, assez épique. Ne nous quittez pas.